Bonjour, j'ai le plaisir d'être avec l'historien Bernard Lugan. Bernard Lugan, merci d'avoir accepté mon invitation pour parler de votre dernier livre, pour répondre aux décoloniaux, aux islamo-gauchistes et aux terroristes de la repentance. On avait dit avant de commencer l'entretien il y a quelques secondes, Bernard Lugan, c'est un livre de combat. J'avais bien remarqué que c'était un livre de combat, parce qu'en plus dans votre livre, il y a le coup de gueule de Bernard Lugan, et puis on retrouve, pour tous ceux qui vous connaissent, qui ont lu l'histoire de l'Afrique, osons dire la vérité, esclavage, l'histoire à l'endroit, des éléments que vous avez été historiques, que vous replacez évidemment dans ce contexte de réponse. Ma première question, Bernard Lugan, c'est que vous expliquez souvent que la colonisation est une création, est une idée de la gauche. Et comment se fait-il finalement, alors que c'est une idée de la gauche, ça soit la première aujourd'hui, comme si elle avait affreusement honte de ce passé? Est-ce qu'elle sait d'ailleurs que c'est elle qui a ce passé, qu'elle le rejette avec autant de force et de violence? Écoutez, le paradoxe, et ça je l'ai montré dans plusieurs de mes livres, et là je le remontre à nouveau dans mon livre, parce que si vous voulez, j'étudie en profondeur la réfutation de l'idéologie décoloniale. Je ne me contente pas des effets, je vais vraiment aux racines. Et parmi les racines de cette idéologie décoloniale, il y en a une qui est importante, c'est l'universalisme colonial de la gauche coloniale. Parce qu'il faut bien voir que dans les années 1880-1890, c'est la gauche qui a lancé l'entreprise coloniale. Une entreprise coloniale dont la France est sortie 60 ans plus tard, épuisée, ruinée, divisée, avec aujourd'hui une conséquence encore plus grave, c'est la colonisation à rebours par ses anciens colonisés. Alors, la gauche est véritablement a une responsabilité abyssale dans cette entreprise coloniale. Et puis, le paradoxe, c'est qu'après 1945, subitement, la gauche est passée d'un universalisme colonial à un universalisme anticolonial. Et ensuite, à partir de la décennie 1960, elle est passée à un autre universalisme, celui de l'antiracisme et de l'immigrationnisme. Donc, nous voyons que cette gauche a toujours été prégnante dans ce qui est l'idéologie universaliste, qui aujourd'hui a des conséquences dramatiques sur notre pays. Alors, la droite, à l'époque, dans les années 1880-1890, était opposée au mouvement colonial. Elle était opposée au mouvement colonial parce que elle avait bien compris. Il y a eu deux éléments qui l'opposaient. D'abord parce que la droite considérait que c'était une perte de temps et d'énergie et que le seul combat qui valait la peine d'être mené, c'était celui de la récupération des provinces perdues d'Alsace et de Lorraine. Mais ensuite, la droite à l'époque, la droite contre-révolutionnaire, la droite monarchiste, qui était quand même majoritaire en France, avait compris que la colonisation était le moyen pour la gauche héritière de la révolution de 1789, d'élargir les idées des Lumières. Et la droite s'y est opposée. Elle s'y est opposée et elle va finalement se rallier au mouvement colonial très tardivement et surtout sous l'impulsion du cardinal Lavigerie, qui porte une responsabilité abyssale lui aussi, à la fois dans le ralliement des monarchistes à la République, et ensuite dans le mouvement colonial, car lui va être véritablement le chantre du mouvement colonial. Et le cardinal Lavigerie était un ami d'Adolphe Crémieux, qui va prendre les décrets qui vont, qui vont détruire les affaires indigènes, qui vont détruire l'emprise militaire sur l'Algérie et qui vont permettre de remplacer l'administration militaire de l'Algérie par une administration civile de type jacobin universaliste, à l'image de ce qui se faisait en France. Donc il va tuer l'Algérie française. Donc c'est tout à fait intéressant de voir cela. Alors quand on nous dit que la colonisation était au départ un moyen économique, quand Jules Ferry disait que l'Empire allait être une bonne affaire, c'était un vœu pieux, c'était un souhait. Parce que dans les années 1880, quand la gauche républicaine lança
la France dans la course impériale, la France n'avait pas besoin de colonies. Si on fait un bilan rapidement, la France n'avait pas besoin d'esclaves. L'abolition avait été décidée, donc on n'en parlait plus. La France n'avait pas besoin de sucre, puisque la France, grâce à l'Empire, avait avantageusement remplacé la canne à sucre par la betterave sucrière. La France n'avait pas besoin d'épices, parce que les épices abondaient sur le marché, et qu'il était beaucoup plus intéressant de les acheter aux Hollandais, ça revenait moins cher que d'envisager de les produire dans des colonies à conquérir, à pacifier, à administrer, à organiser, à peupler, à équiper et à défendre. Quant aux matières premières, elles n'avaient pas été découvertes. On ignorait qu'il pouvait y en avoir en Afrique. Quant à l'industrie française, à l'époque, elle n'avait pas besoin de domaines réservés. Les débouchés européens lui étaient largement suffisants. Et puis enfin, la France n'était pas un pays d'émigration. Alors, ce n'est pas l'économie qui a fait que la France s'est lancée dans la conquête coloniale, mais c'est par l'idéologie, la dimension idéologique et morale, la notion de colonisation émancipatrice. La colonisation française est légitime, puisqu'elle est porteuse du message des ancêtres de 1789. Vous voyez, on est véritablement dans cette philosophie héritée des Lumières et de la Révolution de 89. Est-ce que, alors, Bernard Lugan, quand on parle de cette instrumentalisation, elle existe depuis déjà plusieurs années, ça s'est infiltré progressivement dans l'université, maintenant c'est à Sciences Po, on voit des jeunes de Sciences Po qui apprennent cela comme une vérité. N'y a-t-il pas un risque maintenant que dans toutes ces nouvelles générations, même les professeurs de demain, les journalistes de demain, annoncent comme vrai ce qui est faux, et qu'on ait inversé l'histoire? C'est ce que j'explique dans mon livre. J'ai un chapitre entier sur la responsabilité des universitaires. Un domaine que je connais fort bien, parce que moi j'ai quitté l'université il y a 10 ans, parce que déjà à l'époque c'était absolument insupportable. C'était insupportable dans le domaine des études africaines. Le reste des sciences humaines n'était pas encore touché. Mais moi dans mon domaine, j'étais tout seul dans le domaine africaniste. J'ai eu contre moi la totalité de mes collègues, qui aujourd'hui d'ailleurs se sont divisés en deux camps. Il y a ceux qui comprennent pas ce qui leur arrive, mais c'est eux qui ont sapé complètement les fondements de l'histoire de la colonisation et de l'histoire africaine. Ce sont ces collègues ou ces membres du CNRS qui, depuis les années 1960, ont colonisé les départements d'histoire africaine. Ce qui s'est passé, c'est que et vous dites bien 1960, donc ça veut dire que ce sont des professeurs adultes. Absolument, presque retraités, moi, voilà. Moi, c'était mes collègues. Et si vous voulez, moi, je suis rentré dans l'enseignement supérieur en 1973. Et j'étais aux Afriques. Et quand je suis rentré en France, en 1983, comme j'étais titulaire de l'enseignement supérieur, j'avais un poste qui m'attendait en France, j'ai été nommé à Lyon. Et dans toutes les universités, les départements d'histoire africaine étaient tenus par ces marxistes ou ces post-marxistes. Et c'est pour cela que je me suis battu contre eux pendant des années. Et j'ai eu l'ensemble de l'africanisme français contre moi. Songez donc, je disais que la colonisation avait coûté plus cher à la France que ce qu'elle lui avait rapporté. Horreur. Je disais que les problèmes africains étaient avant tout des problèmes ethniques. Horreur, parce que l'ethnie n'existe pas. L'homme universel existe. Et parler d'ethnie, ça veut dire que les Africains sont à un stade pré-évolutif. C'était évolué. Tout ce qui était en référence à l'ethnie était considéré comme du racisme. L'idée qui dominait dans l'africanisme français, c'était que les ethnies avaient été créées par la colonisation. Alors, quand j'expliquais à mes collègues, alors si je comprends bien, vous qui êtes des grands généreux, vous dites que l'ethnie a été créée par la colonisation. Ça veut donc dire que il n'y avait pas d'individualisation culturelle en Afrique avant l'arrivée des colons. C'était une masse informe, c'était une masse qui était un conglomérat sans structure. Ah là, il est très embêté, n'est-ce pas? Oui, mais non, c'est pas exactement ça. Oui, mais les ethnies ont été créées en partie par la colonisation. Ah bon? 1700 ethnies en Afrique. Donnez-moi la liste des ethnies qui ont été créées par la colonisation. Parce que donc, quand nous sommes arrivés en Côte d'Ivoire, il n'y avait pas de Baoulé, il n'y avait pas de Krou,
Il n'y avait pas de sénoufo. Il y avait quoi? Il y avait des citoyens robots habitant le village terre. Voilà, ça c'est l'idée principale. Alors, sur ces idées de culpabilisation, d'attaque de la colonisation et d'esprit d'acharnement de l'homme blanc contre l'homme africain, vont petit à petit se créer les courants décoloniaux. Et ce courant décolonial va échapper à ses maîtres, et aujourd'hui vous avez une partie de ce corps enseignant qui a créé indirectement le courant décolonial, qui voit ses propres valeurs attaquées par ses propres décoloniaux. Parce que ces décoloniaux disent, ah mais vous, certes vous êtes de gauche, certes vous dites que vous êtes pour la décolonisation, certes vous étiez pour l'indépendance africaine, mais vous êtes coupable parce que vous êtes blanc et vous êtes intrinsèquement colonisateur. Donc ils comprennent pas ce qui leur arrive. Ils sont idéologiquement complètement pris dans une impasse. Et il ne reste plus pour se défendre que les droits de l'homme et l'universalisme que rejettent précisément les décoloniaux. Alors j'aimerais quand même, imaginons un jeune journaliste qui a 25 ans, qui a 26 ans, qui fait une interview, il vient d'être recruté, il se retrouve face, j'ai repris les propos d'une chanteuse, par exemple comme Iseult, qui a dit sur un plateau de télévision récemment qu'elle faisait partie des personnes racisées, qu'on ne voit pas ce que l'on nous a pris à nous les Africains, que la France on lui da rien, que la France est voilà. Le journaliste, qu'est-ce que vous lui dites? Lui-même, même s'il sait que tout cela est faux, il baisse la tête et il passe à la question suivante, parce qu'en essayant de poser une question pertinente et de rentrer dans le vrai, il sait qu'il peut se faire virer. Ben c'est exactement Houellebecq avec son livre Soumission. Nous sommes exactement là-dedans, soumission. Alors, moi, j'ai des jeunes collègues qui sont restés à l'université, qui ne partagent pas ces idées, mais qui sont obligés de se taire. Parce qu'autrement, en plus, comme ce sont des amphis de 2000 ou 3000 étudiants, enfin c'est 1500 étudiants, il suffit qu'il y ait 2 ou 3 guignols dans l'amphi qui se mettent à hurler en traitant le professeur de raciste, et puis c'est fini, et l'émeute est partie. Donc, et il y a une photo sur Twitter, émeute dans une université parce que le professeur est raciste, et le député et les députés qui sont sur les plateaux de télévision au même moment condamnent le racisme du professeur sans même avoir vu ce qui s'est passé ou entendu. Absolument. Moi, je sais que je ne pourrai plus faire les cours comme je les faisais quand j'ai quitté l'université il y a une dizaine d'années. Parce qu'à l'époque, moi, je me faisais respecter, et puis les étudiants, j'avais des amphis de 800 ou 1000 étudiants, ça bougeait pas. Mais c'est fini, c'est terminé. Non, maintenant, pour tenir un amphi, il faut mettre des caporaux-chefs de la Légion étrangère, mais c'est plus possible. C'est absolument ingérable. Avec en plus la crétinisation du monde universitaire. Parce que comme tout le monde a le bac, tout le monde rentre à l'université. Je parle en sciences humaines. Hein. En droit et en sciences pures, c'est pas tout à fait la même chose. Là, c'est les sciences humaines, tout ce qui est lettres. Partout où il n'y a pas de sélection. Alors donc, à partir du moment où vous avez des gens qui arrivent... Ouais, la dernière année où je faisais cours, j'avais en première année d'histoire, j'avais 600 étudiants. 600 étudiants en première année d'histoire. Et sur ces 600 étudiants en première année d'histoire, il y en aurait eu peut-être une petite centaine qui auraient eu le DUG, et en termes final de diplôme, peut-être 1 ou 2 qui auraient eu sa licence, et 1 tous les 3 ou 4 ans qui auraient eu l'agrégation. Donc un gâchis absolument incroyable. Ces étudiants qui sont là, qui ne savent pas pourquoi ils sont là. Ils sont là parce que, tiens, j'ai un copain qui est inscrit là, je vais m'inscrire en histoire. 600 étudiants en première année d'histoire, vous vous rendez compte? Que faire de cette masse? Il faudrait bien mieux que ces étudiants fassent comme l'on faisait à l'époque. À mon époque, il y avait l'examen d'entrée en 6e, qui était presque un concours. L'examen d'entrée en 6e, si à l'époque vous ne maîtrisiez pas la langue, les mathématiques, l'orthographe, vous n'entriez pas en 6e. Et puis ensuite, au lycée, en 3e, il y avait le BEPC. Et ceux qui rataient le BEPC partaient dans l'enseignement professionnel. Ensuite, vous avez le premier bac, qui était un véritable barrage.
Après, vous aviez le deuxième bac, qui était un peu moins un barrage, mais qui était quand même un barrage. Et puis quand vous rentriez à l'université, vous aviez la propédeutique, c'est-à-dire que vous aviez 2 ans probatoires. Et ce n'était qu'au bout des 2 ans de propédeutique que vous pouviez véritablement attaquer votre licence. Alors, il y avait de l'écrémage, hein. Donc il y avait des gens qui avaient un niveau culturel, il y avait des échanges culturels qui pouvaient se faire. L'on parlait de la même chose, mais maintenant c'est terminé. Maintenant c'est le métro à 6 heures du soir qui rentre à l'université. Donc la fabrique du crétin. Oui, mais le BEPC de votre époque équivaut à un bac plus 2 de maintenant. Hein. Ah bah oui, mais l'examen d'entrée en 6e. Oui. L'examen d'entrée en 6e, mes étudiants de première année d'histoire, quand j'étais encore à l'université, n'avaient pas le niveau de l'examen d'entrée en 6e. Alors en fait, pratique, parce que vous avez parlé de soumission. Évidemment, vous dites il est dans la soumission, quand j'ai pris l'exemple de ce journaliste ou de ce professeur qui, en entendant quelque chose de faux, doit baisser la tête, sinon il va perdre son boulot. Et si ce jeune a 25 ans ou 30 ans, il est recruté pour la première fois, il va pas sacrifier sa carrière non plus pour se retrouver... Parce qu'ensuite, il va être marqué au fer rouge, voilà. et il ne pourra plus rentrer nulle part. Donc, alors, vous donnez des pistes de mode d'emploi de la réaction face à cela. Mais oui, c'est ça qui m'intéresse. Monsieur, c'est le processus de la dimitude. C'est exactement comme ça que l'on fait rentrer les gens en dimitude. Cela s'est passé politiquement et religieusement quand il y a eu la conquête musulmane de l'Égypte, de l'Afrique du Nord et des Espagnes. La dimitude, on accepte pour sauvegarder son existence, on accepte. Mais regardez aujourd'hui, avec les mesures qui sont prises de cette dictature sanitaire, les gens acceptent tout. Nous avons l'illustration parfaite de l'entrée en soumission avec cette dictature sanitaire. Les gens acceptent. La résilience est extraordinaire. C'est un exemple extraordinaire pour les dictatures de demain. Alors concrètement, ce processus de réaction, est-ce qu'il passe par l'enseignement privé, c'est-à-dire l'enseignement privé pas hors école, je veux dire le soir, partager des livres, des réflexions avec ses propres enfants ou ses petits-enfants? Oui, écoutez, moi je crois, ça c'est de l'action capillaire, c'est toujours. Mais ce que je vois, c'est qu'à l'heure actuelle, moi je vois le bon côté des choses. Le bon côté des choses, c'est que ce mouvement est en train de tuer des entreprises de subversion qui, depuis des dizaines d'années, empoisonnaient nos esprits. Par exemple, ils ont tué Sciences Po. Ça, c'est une très bonne chose. Sciences Po, maintenant, n'a plus aucune valeur. Un diplôme de Sciences Po n'est plus reconnu dans le vrai monde du travail, sauf dans la fonction publique, après tout ce qui s'est passé dans les écoles de Sciences Po. C'est absolument surréaliste ce qui se passe dans Sciences Po. C'est le cas d'école du décolonialisme qui est en place. Donc c'est une bonne chose. Ensuite, on se rend compte que l'université ne sert plus à rien non plus. Et nous allons nous retrouver dans une situation type États-Unis, c'est-à-dire avec des universités qui ne servent à rien, dans lesquelles des dizaines de milliers d'étudiants reçoivent des pots de lapin qui ne servent à rien, et pendant ce temps, se créent ou se développent à côté des institutions avec sélection qui, elles, vont donner des diplômes qui seront recherchés sur le marché du travail. Donc, nous en arrivons, si vous voulez, au terme du processus égalitaire. Trop d'égalité a tué l'égalité. Et nous sommes dans la phase intermédiaire. Donc c'est une phase qui est un peu difficile, mais de ce chaos va sortir un certain nombre d'éléments de référence, Et moi là-dessus, je suis assez optimiste. Je vois se créer un peu partout des écoles privées. Je vois se créer surtout la fin du monopole de l'éducation nationale. Vous voyez, il y a 20 ans, nous avons eu des gros problèmes à Lyon 3. On nous a mis sur le dos des histoires de racisme, autres qui n'existaient pas. En fait, l'on nous a attaqués à l'époque à Lyon 3 parce que nous avions 20 ans d'avance sur le processus et nous voulions faire des universités qui étaient véritablement autonomes avec leur propre système de fonctionnement, etc. On nous a cassé au nom de ce jacobinisme français qui fait que de Dunkerque à Ajaccio, tout le monde doit penser de la même chose au même moment. Eh bien, c'est ce qui va se passer maintenant, car l'on voit que la nature ayant horreur du vide, l'éducation nationale n'existe plus, les universités sont mortes, et se développent petit à petit des institutions qui sont privées ou étatiques,
mais dans lesquelles les règles de fonctionnement ne sont pas celles de la massification. Par exemple, les facultés de droit ne sont pas touchées comme les facultés de lettres, enfin pas une partie des facultés de droit ne sont pas touchées. Pourquoi ? Parce qu'il y a quand même une sélection qui ne dit pas son nom, tandis qu'en lettres, il n'y a pas de sélection. Or, à partir du moment où il n'y a pas de sélection, et comme il n'y a plus de bac, et comme tout le monde rentre à l'université, eh bien vous avez le résultat, le nivellement par le bas, la fabrique du crétin. Vous avez ce que vous me dites, Bernard Lugan, ce que vous me dites, je le dis, le PDG d'une très grande banque nationale, en privé, me l'a dit. Le PDG d'une banque m'a dit, maintenant tout cela ne vaut plus rien, tous ces diplômes, et on va revenir finalement à des circuits parallèles. Et malheureusement, il le dit malheureusement parce que ce PDG était plutôt de sensibilité sociale, il a dit, on va revenir vers des cooptations de pistons, la famille, et les méritants vont difficilement pouvoir émerger. À la situation d'avant 1914, quand il y avait 100 000 personnes de très haut niveau culturel en France. Et nous allons regarder cela, la coupure complète. Il y a une coupure complète à cause de la massification, à cause de l'universalisme. Trop d'égalité, ce beau principe d'égalité a tué complètement l'idée de promotion. Parce que maintenant, effectivement, comme vous le dites, vont se créer des circuits parallèles. Et ces circuits parallèles dans lesquels vont se pratiquer l'endogamie, une véritable endogamie. Nous allons retrouver, moi je le dis toujours, les derniers groupes cultivés et attachés à la tradition, aux racines, etc. en France, vont se retrouver dans la situation des brahmanes en Inde. Les brahmanes. Il va y avoir, si vous voulez, un petit groupe de gens qui, eux, vont continuer à travailler à l'ancienne, en donnant à leurs enfants une ouverture culturelle, des racines, etc. Et puis vous aurez les ilotes, la masse des ilotes. Alors Bernard Lugan, je rappelle votre livre. Donc là, on est un peu sorti du sujet, mais cette nourriture intellectuelle, vous mais on est dans le sujet. C'est vrai qu'on est aussi dans le sujet. Parce que nous sommes dans le sujet, parce que les décoloniaux et les islamo-gauchistes se développent sur ce terreau de l'incompétence et de la nullité. À la génération de nos grands-parents, mais ils auraient éclaté de rire d'entendre ce que nous entendons. Ça aurait même été totalement impensable. Parce que nous avions affaire à des gens qui étaient de gauche ou de droite d'ailleurs. Parce que quand vous prenez le niveau culturel qu'avaient quand même les gens du Parti communiste dans les années 1960, les cadres, c'est pas ce que nous entendons aujourd'hui. Donc il y a un nivellement par le bas qui s'est fait dans tous les domaines, et c'est sur ce terreau de crétinerie ambiante que se développe le courant décolonial et islamo-gauchiste. Alors justement, je voulais finir là-dessus. Est-ce que justement cette crétinerie, comme vous le dites, cette exagération ne va pas se retourner contre eux parce que les gens de bon sens, qui pourraient être déformés au début, vu cette exagération, trouvent que c'est tellement caricatural qu'ils disent que là, ça oui, mais vous savez, c'est un peu le supplice de la grenouille, hein. Quand elle petit à petit. Quand elle se rend compte que l'eau est trop chaude, elle est morte, hein. Non, l'imprégnation se fait. Non, les éléments de survie et de résistance vont se trouver dans des noyaux culturels relativement réduits. C'est pas à moins d'une révolution complète, d'un changement de paradigme complet. Mais je vois pas comment on peut changer ce paradigme vu l'état de délabrement de la situation. Et vu en plus, comment dirais-je, la perte d'identité, la perte du sens de l'identité. Quand vous pensez que la responsable de l'UNEF, l'Union nationale des étudiants de France, oui. Madame Hafsa Askar, a déclaré le jour de l'incendie de Notre-Dame, le 15 avril 1919, je cite, « Je m'en fiche de Notre-Dame de Paris, car je m'en fiche de l'histoire de France. Voilà, on s'embalèque. Vous voyez, on s'embalèque, ce que je veux dire. Objectivement, c'est votre délire de petit blanc.
Bon, bah, écoutez, à partir l'un des syndicats étudiants quand même très important, qui a été celui du Parti socialiste. Ouais. C'est l'UNEF, c'est le principal syndicat étudiant. Regardez, alors quand vous voyez cela, vous dites bon, bah écoutez, ce n'est même plus minuit moins 5 de Dr Schweitzer, hein, on est passé de l'autre côté du cadran. Eh bien voilà, votre livre, on se le procure en allant sur votre site internet uniquement, Bernard Lugan. On tape Bernard Lugan sur son moteur de recherche, on arrive sur votre site et il y a la possibilité donc de commande en ligne, ajouter au papier, ajouter au panier, c'est 32 €, frais de port compris. Voilà. Ah oui, en colissimo, parce que maintenant, un colis sur 10 qui arrive dans les grandes villes est perdu. Parce que là aussi, donc vous êtes obligé par la base de faire le colissimo. Voilà. Donc colissimo, parce que moi, il y a la trace, et là, les colis ne sont plus perdus par colissimo. Donc j'envoie uniquement par colissimo, et là, je n'ai plus de perte. Je voulais terminer. Je voudrais quand même dire, quand on parle de vous, Bernard Lugan, ceux qui ne vous connaissent pas ou ceux qui s'arrêtent sur des caricatures médiatiques, sur Google, on peut taper Bernard Lugan, peut-être. Il y a 20 pages. Il y a 20 pages. Voilà, il y a plein de choses. Mais en réalité, vous êtes l'un des historiens les plus appréciés par mes amis africains ou marocains. Il suffit de voir le nombre d'interviews que vous accorde la presse marocaine sur divers sujets. Donc, eux reconnaissent le travail. Nul n'est prophète en son pays. Mais, si vous voulez, il y a des pays dans lesquels la chape de plomb est plus forte que d'autres. Et la France, pays des droits de l'homme, est un pays dans lequel la liberté de penser est en train de disparaître, mais à vitesse grand V. À vitesse grand V. Et on s'en aperçoit sur de nombreux sujets. Donc, mais merci. Pensez donc, il y a 3 semaines, la commission parlementaire de la défense, l'Assemblée nationale, m'a auditionné à propos de l'opération Barkhane. Il voulait avoir une vision non pas militaire, car ce n'est pas mon domaine, mais il voulait avoir une vision historique. Les députés voulaient savoir comment les conflits actuels s'inscrivaient peut-être dans un continuum, parce que certains avaient lu mes livres, etc. Donc, la commission de la défense m'auditionne à huis clos. Le groupe La France Insoumise proteste et demande à la commission de la défense que je ne sois pas auditionné. Non, c'est quand même extraordinaire. C'est extraordinaire. Bon, j'ai été auditionné quand même. Mais c'est pour dire à quel niveau se situe cette dictature en France et cette absence de liberté de pensée. Donc, les députés du groupe La France Insoumise font une lettre à la présidente La République en marche de la commission de la défense pour dire que c'est absolument inadmissible qu'on auditionne quelqu'un qui a les idées qui sont les miennes. Voilà. Oui, donc, mais ils n'ont pas été suivis. Non, ils n'ont pas été suivis parce que la présidente a été ferme et ça s'est très bien passé d'ailleurs. Hein, mon audition s'est très très bien passée. Mais voilà, c'est tout ceci pour montrer à quel point nous sommes, où on est tombé ce pauvre pays de France. Eh bien, merci Bernard Lugan pour ce tour d'horizon de l'actualité et de nous avoir présenté votre dernier livre. J'invite les auditeurs. Oui, vous rendiez hommage à la présidente de la commission de la défense, c'est Françoise Dumas, hein, c'est bien ça. Elle est députée du Gard. Alors, merci. Oui, c'est ça. Qui a été très très droite dans ses bottes. Hein. Bravo à elle. Alors, Bernard Lugan, le livre s'appelle « Pour répondre aux décoloniaux, aux islamo-gauchistes et aux terroristes de la repentance », que l'on commande directement via le site de Bernard Lugan. Merci, c'était un événement sur CarNews d'avoir Bernard Lugan, le célèbre historien Bernard Lugan, pour nous parler de son dernier livre.